Au sommaire de l'actualité, examen de fin d'année dans un contexte de pandémie. Selon un comité local de développement, les mesures de prévention ont été adoptées. Ces dernières tourneront autour des gestes barrières comme la distanciation sociale. Une nouvelle semaine s'ouvre sur le Sénégal, mais depuis plus d'une semaine, le pays rapporte plus de cas de transmission communautaire que de cas de contact suivis. Les rassemblements toujours mis en cause de cette hausse, notamment les rassemblements religieux aussi passé que futur. Dans la sous-région ouest-africaine, notamment au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire, les tensions persistent en cette nouvelle semaine. Les contestataires sont déterminés à résister au pouvoir en place. Une paralysie totale est promise au Mali cette semaine, alors qu'en Côte d'Ivoire, les manifestations sont désormais quasi quotidiennes. Charline, telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Nous sommes lundi 17 août 2020. Bilan Covid pourra démarrer. Cet après-midi, le Sénégal enregistre ce lundi 75 nouveaux cas positifs de coronavirus, 51 guérisons et 3 décès supplémentaires. 38 cas sont issus de la transmission communautaire et localisés dans plusieurs quartiers de Dakar et dans diverses localités du Sénégal. Le point du jour fait état de 55 patients dont l'état de santé est jugé grave. Ils ont été placés en réanimation dans les différentes structures de traitement dédiées à la maladie. Sur 1049 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 37 cas contacts suivis par nos services, 38 cas issus de la transmission communautaire est répartis entre les quartiers ou communes suivants. La commune de Ziguinchor, 6, Mermoz, 4, Kédougou, 3, Dakar Plateau, 2, Médina, 2, Parcelles Assainies, 2, Rufisque, 2, Bignona, 1, Bounkiling, 1, Cambérène, 1, Cissé Foire, 1, Cité Fadia, 1, Cité Keur Damel, 1, Guédiawaye, 1, Anne, 1, HLM Grand Yoff, 1, Khombol, 1, Les Maristes, 1, Niary Tally, 1, Nord Foire, 1, Richard Toll, 1, Sicap Amitié, 1, Soprim Extension 1 et Zone de captage 1. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 16 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 237 cas ont été déclarés positifs, dont 7 728 guéris, 256 décédés et donc 4 252 sous traitement. Et depuis une semaine, les cas communautaires de la pandémie Covid-19 ont atteint un niveau record, une situation que les experts avaient prédit à la sortie de certains événements religieux. Dernier événement religieux en date, l'Assomption, mais les autorités catholiques ont choisi la carte de la prudence en n'appelant pas au rassemblement. Pourrait-on dire la même chose pour les événements religieux qui se profilent à l'horizon par Malik Thiam? 679 cas issus de la transmission communautaire de la pandémie en l'espace d'une semaine. Le pic jamais atteint. Les masques sont sévèrement contrôlés. La maladie reste dans la conscience collective, mais avec des gestes barrières incontrôlés, en remue-ménage sans appel, les cas augmentent, les décès se multiplient. Les multiplications de morts et de cas, il faut le dire, ont été exacerbées par la Tabaski. Une fête réussie dans sa globalité, mais qui au fond fait s'agenouiller tout un système sanitaire pâtissant, pâlissant.
Les cas s'égrènent, la propagation du virus suit son sentier, l'activité économique se ralentit, signe d'un fouet bien senti dans le mille. Les événements religieux comme le Magal de Touba ou le Gamou de Tivaouane s'annoncent, mais les décomptes des morts, des cas, des tests ne font visiblement peur à personne. Chacun s'agrippe à sa foi et à sa litanie pour montrer un doigt d'honneur à la pandémie Covid-19. Pensons-nous pas que santé passe avant spiritualité? Ce qui est sûr est que les masques doivent être bien réajustés, chacun à l'écart de l'autre. La communauté chrétienne a montré l'exemple au risque de restreindre les messes de la fête de l'Assomption. Les messes de l'église absoutes, les rassemblements autour de l'homélie du jour désormais proscrits. La soumission est acquise. La crise sanitaire actuelle interpelle tout le monde. Il est vrai que croyance n'est pas une science, mais ce virus de la science ne doit point se revêtir des allures dont plus on sait et moins on croit. Rassemblement religieux toujours prévu en début octobre, la tenue de la célébration du Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba est déjà au centre d'une réelle polémique. Néanmoins, le comité d'organisation du Magal a mis les choses au clair ce dimanche. Par la voix de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, il annonce que l'événement se tiendra bel et bien dans la cité religieuse. Toutefois, l'organisation qui dit parler au nom du Khalife général assure que le respect des mesures barrières sera de rigueur. mel ni dina waxtaan wi lu ci ëpp ci loolu lañ ko ci foofu lañ ko ci loolu lañ ko doon def ci feebar bi ak nu ñu koy waajalee. L'essentiel des discussions était axé sur la pandémie du coronavirus et comment célébrer le Magal en tenant compte des mesures prises par le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Ce sont les consignes du Khalife, mais aussi informer les fidèles qui viendront à Touba pour qu'ils puissent l'intégrer. Que tous ceux qui viendront à Touba comprennent qu'ils viennent dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. En tout cas, c'est ce qu'ils trouveront sur place. En ce qui nous concerne, en tant qu'humains et croyants, c'est de faire le nécessaire, respecter les consignes des spécialistes et laisser le Tout-Puissant disposer. li ci des ñu tàllal loxo suñu borom ñi xam ne nag mooy dogal ci lu mu dogal ci ñu nit. Pour beaucoup, on parle aujourd'hui d'une explosion des cas de coronavirus. Selon le directeur de la prévention, le virus a été sous-estimé dans le monde entier, une position confortée par le professeur Maritonian, qui par ailleurs accuse les rassemblements de la Tabaski pour justifier la soudaine hausse. Le socio-anthropologue, le professeur Cheikh Ibrahim Ognan, de son côté, révèle un blocage notable dans la stratégie adoptée. Les experts semblent donc chamboulés. On peut donc se poser la question à quand la fin? Certainement pas pour demain. Aminata Faïsé. La situation devient inquiétante dans le monde, en Afrique et particulièrement au Sénégal. Une inquiétude que ne cache pas le directeur de la prévention selon qui la communauté scientifique du monde a sous-estimé le coronavirus en pensant qu'il s'agit d'un virus qu'elle pouvait facilement vaincre comme Ebola. Dr Mamadou Ndiaye a d'ailleurs émis des doutes sur la possibilité d'éradiquer définitivement la maladie au cours de cette année, comme pour dire que la fin ne sera pas de sitôt. En tout cas, la circulation du virus dans la population est réelle. Fraîchement sorti de la grande fête de la Tabaski, le Sénégal est toujours frappé par le coup de bélier ou l'effet de la Tabaski. C'est du moins ce qu'a démontré une étude comparative des données cumulées de la semaine de la Tabaski du 25 au 31 juillet à celle de la semaine du 9 au 15 août 2020, appelée la semaine de l'après-Tabaski par Maritonian qui l'a réalisée. En bon mathématicien, il a dressé un tableau qui révèle une hausse de 27,03% des cas positifs et de 340% des cas communautaires. Ce, même s'il faut noter une sensible augmentation du nombre de tests, 19,75%, soit 9 473 contre 11 344 tests. Par contre, le nombre de décès a diminué d'une unité, 23 décès contre 22 la semaine d'après Tabaski.
Mais face à cette explosion de cas de coronavirus, il faut bien une articulation entre les recherches cliniques, épidémiologiques, biomédicales et socio-anthropologiques. Il urge dès lors d'intensifier cette intégration de la recherche, du moins selon le professeur Ibrahima Niang, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'ailleurs, une stratégie d'engagement communautaire travaillée par des socio-anthropologues a été déclinée, mais est malheureusement coincée par plusieurs questions de moyens. Pourtant, sur cette question, le chercheur est d'avis que le temps de l'épidémie est un temps d'urgence où quand vous trouvez quelque chose, il faut l'appliquer aussitôt. Des retards et autant de constats qui montrent que nous aurons encore à vivre beaucoup de jours avec le virus. Éducation dans un contexte de pandémie, un comité local de développement sur les préparations des examens de fin d'année s'est tenu ce lundi matin à la mairie de Dakar. À Plateau, la rencontre a mis l'accent sur le dispositif installé dans un contexte de propagation rapide du coronavirus. Ainsi, il s'agira principalement du respect des mesures barrières telles que la distanciation physique dans les centres d'examen. Écoutons à ce propos Djibi Diallo. Les maires, quand même, dans le cadre de la lutte contre la Covid, avait eu à mettre en place un dispositif sanitaire pour préparer la rentrée le retour des élèves. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase, à la phase d'évaluation. Nous avons dit effectivement qu'il faut renforcer ce dispositif pour une meilleure prise en charge des problèmes. Vous savez que l'examen, c'est différent des enseignements d'apprentissage. Donc, on a un élève par salle. Ensuite, aujourd'hui, le nombre d'élèves dans les salles sont réduits. Il faut dire que nous avons, cette année, retenu les mêmes centres. Nous avons 19 centres à l'élémentaire. Et nous avons 12 au niveau du moyen, avec, je crois, 3507 candidats pour l'élémentaire et 1584, n'est-ce pas, pour le BFM. Donc à ce niveau-là, les maires ont été mis en contribution. Déjà, nous, on a remis un lot symbolique de masques, n'est-ce pas, à l'IF pour faire face. Donc après ce protocole sanitaire, que toutes les dispositions sont prises au niveau de la sécurité. Vous avez vu, les différents commissaires de police sont sur place aujourd'hui pour veiller au grain. Les agents des communes aussi sont mobilisés et aussi des dispositions prises pour effectivement désinfecter tous les centres d'examen dès ce soir et demain pour qu'ensemble, n'est-ce pas, que nous puissions faire passer les examens dans de très bonnes conditions aux candidats. Et puis sur un autre registre, à présent, direction la zone de captage où les populations cohabitent avec des routes insalubres et boueuses. La situation, bien sûr, s'empire avec l'hivernage. Au-delà des eaux de plus stagnantes, il faut ajouter toutes sortes d'immondices. Autant les habitants que les automobilistes se plaignent de la situation. Une traversée, rien de simple. Zone de captage, à Grand Yoff se plonge dans la boue et les mares d'eau et le terrain de foot est juste impraticable. Nous qui sommes dans les environs sommes très fatigués. Nos magasins sont là-bas. Pendant l'hivernage, on ne peut plus jouer au football sur ce terrain. Ce bassin, équivalent d'environ 3 hectares, regorge d'eau de pluie de tout genre, d'amphibiens, beaucoup d'amphibiens, et les riverains ne sont plus du tout au repos. Dans le bassin, il y a beaucoup de mouches et nauséabondes. Ça empeste vraiment. Si on pouvait nous aider, ce serait le bienvenu. Au loin, depuis une semaine, l'eau des pluies stagne. C'est le calvaire pour les chauffeurs. Après chaque pluie, la traversée est très difficile. Et tout cela endommage nos véhicules. La zone dite de captage, située à Grand Yoff, abonde d'immondices et de saleté. Chaque hivernage, les habitants font face à de terribles déversements d'eau usée qui pénètrent même dans leur domicile. Et puis du nouveau dans l'affaire des 5 Sénégalais qui ont péri dans un incendie à Denver aux États-Unis. Les dépouilles ont été remises à leurs parents proches après autopsie. Les corps ont quitté Denver pour être transférés à Chicago en attente de leur rapatriement au Sénégal. Le service de pompe funèbre de la ville de Chicago a été choisi hier dimanche pour préparer et transporter les dépouilles à Dakar aux frais de l'État du Sénégal. Pour rappel, une enveloppe de 6 millions de francs CFA a été remise à la famille Diol par l'État. Les victimes seront inhumées au cimetière musulman de Yoff. La police a ouvert une enquête pour homicide. La piste criminelle a été avancée aux premières heures de l'enquête.
Et puis hors des frontières du Sénégal, dont les voisins sont secoués par des crises. On parle du Mali, de la Guinée ou encore de la Côte d'Ivoire qui traversent des moments difficiles et cruciaux sur tous les plans. Allant de défis sécuritaires à ceux institutionnels, ces États sont confrontés à la malgouvernance, une malgouvernance qui révolte leur population. Pour la plupart, ces pays sont depuis quelques jours secoués par des vents de manifestations pouvant être violentes, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Un arc de crise surplombe beaucoup d'États africains de l'Ouest. Des crises liées à la gouvernance, à la sécurité et à la politique tout court. La Guinée fait un rebond poussif, la Côte d'Ivoire la suit, le Mali est submergé par une population enragée réclamant le départ de leur président et coincé au nord par les assauts des groupes djihadistes. Le Burkina Faso et le Niger sont aussi dans la vague. Une vague qui se déchaîne, qui fracasse les quelques balises démocratiques difficilement construites. La Côte d'Ivoire a sombré, du moins va vers le gouffre avec un improbable troisième mandat d'Alassane Ouattara. La Guinée lui emboîte le pas après un passé récent sombre comme celui du 28 septembre 2009. Le Mali, lui, a tout simplement péri. Il a péri dans l'imbroglio d'un conflit entre un État et sa nation, mais aussi entre un État et ses frustrés islamo-communautaires qui tuent, qui saccagent, qui violent et qui terrorisent. La région ouest africaine est déséquilibrée. Quelques États avancés démocratiquement, comme le Sénégal, le Ghana. Cette grande forêt de gabegie et de malgouvernance ne peut être cachée par ces arbres d'État qui ont des épaules trop frêles pour supporter toutes les dérives et déboires de ces États trop instables, despotiques et antidémocratiques. La partie ouest africaine du continent est frappée. En plus, groggy. Les crieurs de démocratie et de transparence d'hier sont les premiers dirigeants autocrates et autoritaires d'aujourd'hui. La région ouest africaine est trouée, troublée et trouée de balles, de colère et d'insécurité. C'est à quoi renvoie donc un terreau de conflits et de contestation. Pape Malick Thiam, bien sûr, la situation ne cesse d'évoluer au Mali après le grand rassemblement du mardi de la semaine passée. La semaine qui vient de commencer s'annonce intense, toujours pour exiger le départ du régime en place. Après une concertation ce week-end, il en est ressorti un plan de paralysie totale du pays pour cette semaine. À compter de demain, mardi jusqu'au jeudi, une série d'activités est prévue. Le vendredi, les contestataires annoncent un grand rassemblement patriotique dans l'ensemble des grandes villes, des capitales régionales, des cercles dans toutes grandes villes secondaires et dans la diaspora. Le samedi, un sit-in sera organisé pour continuer jusqu'au dimanche. Mais la première action sera de tenir une conférence de presse cet après-midi. Et pendant ce temps, en Guinée, les États-Unis, à travers leur ambassade à Conakry, ont réaffirmé ce lundi leur attachement aux institutions et au processus démocratique. Une sortie qui entre bien évidemment dans la perspective d'un troisième mandat du président Alpha Condé. La représentation diplomatique américaine en Guinée précise cependant qu'il revient aux Guinéens de décider de l'avenir de leur pays. L'ambassade insiste sur le fait que les États-Unis croient aux transitions démocratiques et régulières du pouvoir. Dans ce communiqué, l'ambassade américaine a fait appel à l'abstention de toute violence et de promouvoir le dialogue. La diplomatie américaine a aussi invité les autorités à finaliser les enquêtes sur tous les cas de mort liés aux manifestations. Et puis pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les tensions continuent d'être fortes depuis l'annonce de la candidature prochaine d'Alassane Ouattara, ce pour un troisième mandat. Depuis le 6 août dernier, on déplore 6 morts et 100 blessés à l'issue de ces manifestations. Pendant ce temps, l'autorité nationale de la presse, ANP, a accusé les médias d'être en partie responsables des manifestations et des heurts consécutifs à l'annonce de la candidature du président actuel. Le message de l'ANP, transmis par un communiqué, a également pointé du doigt le rôle des réseaux sociaux, même s'il est surtout destiné aux professionnels de la presse. Et pour terminer, en Somalie, avec cette attaque de grande envergure des Chebab contre un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des responsables gouvernementaux. Au bilan, 11 personnes ont perdu la vie ainsi que des assaillants et un policier des forces spéciales somaliennes. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite. Puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. 3 autres assaillants ont été tués lors de l'explosion de la voiture piégée et les 2 autres dans un échange de tir avec les forces de sécurité, avait indiqué plus tôt une source sécuritaire. Il a fallu
4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Élite, un établissement de la plage du Lido fréquenté par les dirigeants somaliens. Les Chebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué traduit par CIT, groupe américain de surveillance des sites islamistes, affirmant que leur martyr avait pris le contrôle de l'hôtel et qu'il avait infligé de lourdes pertes aux personnes qui étaient présentes. Parmi les morts figure au moins un haut fonctionnaire du ministère de l'Information, Abdirazak Abdi, selon l'un de ses collègues, Hussein Ali. Dans leurs revendications, les Chebab soulignent que l'hôtel Élite est habité par un grand nombre de responsables gouvernementaux. Selon Omar Mahmoud de International Crisis Group, s'en prendre de nouveau à un hôtel est pour les Chebab un retour aux attaques qu'ils avaient l'habitude de mener. Ils voient plus ou moins ces hôtels comme une extension du gouvernement, raison pour laquelle ils les ciblent. Leur dernière action massive à Mogadiscio remonte à décembre 2019. Ils avaient fait exploser un véhicule piégé, tuant 81 personnes, essentiellement des civils. Lundi au moins, 4 personnes ont été tuées dans des échanges de coups de feu à l'intérieur de la prison centrale de Mogadiscio, après que des prisonniers ont réussi à s'emparer d'armes détenues par leurs gardiens. Tous les prisonniers impliqués dans l'incident étaient des islamistes radicaux, Chebab, dont certains purgeaient une peine de prison à perpétuité. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Au sujet du Grand Magal, le quotidien LAS nous dit que Touba maintient la tenue de l'événement. Si l'on en croit au journal, il n'y a plus de doute. Le Grand Magal de Touba aura bel et bien lieu cette année en dépit de la menace persistante de la Covid-19. Selon l'AS, les organisateurs ont peaufiné samedi passé les derniers réglages à l'occasion d'un comité départemental de développement tenu à la mairie de Touba. Dans le quotidien Le Soleil, Serigne Ousmane Mbacké, coordonnateur du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, déclare que le CRD entre dans le cadre normal des préparatifs de l'événement. La seule nouveauté est relative au contexte actuel sanitaire. Quant à la question de savoir si le Grand Magal aura bel et bien lieu à Touba, le coordonnateur du comité d'organisation du Grand Magal de Touba s'est voulu moins affirmatif et déclare dans Le Soleil: nous ne sommes que des émissaires en mission. Nous ne saurions affirmer ni infirmer avec certitude si le Magal aura lieu ou pas. Au même moment, la propagation du coronavirus au Sénégal semble inquiéter le quotidien Libération. 4231 cas actifs signalés, rappelle le journal. Entre le 9 et le 16 août, soit en une semaine, on compte 1159 contaminations, dont 679 issues de la transmission communautaire, ce qui fait redouter le pire, écrit Libération. D'ailleurs, les propos du Dr El Hadj Amadou Ndiaye, repris par Libération, confirment cette crainte. Nous faisons face à une nouvelle vague avec l'augmentation du nombre de nouveaux cas et des cas communautaires. Cette déclaration du directeur de la prévention est donc à lire dans Libération. Toujours au sujet de la Covid-19, le socio-anthropologue professeur Ibrahima Niang explique dans l'Observateur pourquoi la stratégie d'engagement communautaire élaborée par des seniors sociologues et seniors socio-anthropologues qui est sur la table des autorités est bloquée. Professeur Ibrahima Niang soutient que la stratégie existe, mais on est coincé par plusieurs questions de moyens. On a commencé à dérouler la stratégie à Dakar, mais actuellement, on est essoufflé parce que les moyens ne suivent pas. Et le socio-anthropologue d'avertir, nous sommes dans une situation où on n'a plus de temps. Chaque retard va se payer très cher. Autre sujet, à la une de Sud Quotidien, en grève depuis plus de 2 mois, le Sud-Just met l'administration à l'arrêt. En effet, le bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de la justice a décrété 72 heures de grève renouvelable. Le journal Sud Quotidien mentionne que cette grève commence à impacter négativement sur tout le système judiciaire sénégalais. Notre confrère du journal Sud Quotidien constate qu'il n'y a plus de rush devant les tribunaux et que les concours se déroulent sans certificat de nationalité. À propos des élections locales, Ousmane Sonko et compagnie exigent de Macky une date, nous dit le journal Le Quotidien. En effet, dans le communiqué de la coalition Jotna, repris par Le Quotidien, Ousmane Sonko et compagnie demandent à Macky de prendre un décret pour fixer la date des prochaines élections territoriales, conformément aux principes constitutionnels. À défaut, la conférence des leaders de la coalition Jotna considère le silence coupable de Macky comme une décision implicite d'un énième report des locales prévues au plus tard le 28 mars 2021. Le journal Critique revient lui sur les aveux froids des bureaux de Fatou Ndoye, la dame humiliée à Sacré-Cœur. Ibou Ndaw déclare: on l'a attachée avec une corde car elle était violente et agitée.
Moussa Diallo, un des autres accusés, dit qu'il était présent lorsque Abdou Diaw tripotait les seins de la dame. Les témoignages aussi de la mère de la victime sont à la une de critiques. Elle m'a dit qu'on l'a arrosée, rouée de coups. Elle porte toujours les cicatrices au poignet et à la cheville. Wolf Quotidien ajoute que les prévenus risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est tout pour la revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est d'ailleurs la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Diombe. Merci Charline. Et comme toujours, le rendez-vous est donné à 14h pour l'édition en Wolof. Merci et bonne suite de programme sur la 7 TV.